Nous sommes le 7 mai 2007, en République tchèque, dans une petite ville de 10 000 habitants du nom de Kurim. Un homme qui s'appelle Edouard dans cette ville, il vient d'avoir un enfant. Et pour surveiller ce bébé, ce nouveau-né, il décide d'aller au magasin et d'acheter un moniteur et une caméra. Vous savez, ces caméras qui permettent de regarder l'activité de l'enfant quand il dort alors que les parents sont au salon. Donc il y a une caméra reliée à un écran. Il installe la caméra, il va dans son salon, il allume l'écran et qu'est-ce qu'il voit? Il voit deux enfants qui sont nus, menottés avec du ruban adhésif, à même le sol, dans une pièce étroite et sombre. Alors là, il se pose des questions. Sauf que c'est le matin, il doit aller bosser. Bon, voilà, il faut à un moment donné payer les factures. Et donc, il pose l'écran et se dit, bon, c'est un bug, je verrai ça tout à l'heure. La journée de travail d'Edouard passe, il rentre à la maison. La première chose qu'il fait, c'est décider de rallumer l'écran pour voir s'il y avait un bug ou si l'enfant, il est toujours là. Il rallume l'écran. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que les deux enfants sont toujours là, menottés, ligotés au même endroit, nus dans cette pièce sombre. Là, il comprend quelque chose. Déjà, il s'y connaît bien en informatique, Edouard. Il comprend que l'écran, il capte le signal à courte portée d'une caméra qui est proche. Il ne sait pas aller où cette caméra, mais il comprend qu'autour de lui, il y a quelqu'un qui a des enfants enfermés quelque part. Il décide d'appeler la police. La police arrive et elle va commencer à faire du porte-à-porte dans tous les voisins les plus proches de chez Edouard. Et la première personne qu'ils vont aller visiter, c'est une femme du nom de Clara. Alors Clara, quand elle voit les deux policiers, les policiers lui demandent s'ils peuvent rentrer, faire un tour chez elle. Ils lui expliquent même pas pourquoi ils sont là, juste ils veulent inspecter les lieux. Clara leur dit voilà qu'elle est mère célibataire, qu'elle a une fillette de 13 ans du nom de Anna qui est autiste et qui supporte pas le monde. Donc si les policiers potentiellement ils rentrent chez elle, la petite Anna elle va commencer à crier, elle va commencer à hurler. Donc les policiers par respect ils décident de partir en disant bon ça peut pas être elle, c'est une mère célibataire, etc. Sauf que Edouard il était toujours sur son écran. Et en fait l'écran, au-delà de capter l'image de ses enfants nus et ligotés, ça capte aussi le son. À travers l'écran, il a entendu cette femme-là parler avec les policiers. Donc il sait que c'est dans cette maison-là que les enfants sont enfermés. Quand les policiers reviennent, Edouard il explique aux policiers et les policiers ils décident de retourner voir cette femme qui s'appelle Clara. Là, les policiers ils vont pas faire preuve d'autant de politesse que la première fois. Ils vont dire écoutez, on va rentrer chez vous. On vous soupçonne de quelque chose et ils vont commencer à fouiller. Ils vont fouiller de fond en comble la maison, ils vont rien trouver. Sauf que sous les escaliers, il y a une trappe. Et cette trappe-là, il y a un cadenas dessus. Ils vont demander à Clara d'ouvrir. Clara, ouvrez ce cadenas. Elle va dire que non. Elle a déménagé il y a à peu près 8 mois. Le cadenas, il a toujours été là. Elle comprend pas. Non, elle veut pas ouvrir. De toute façon, elle n'a pas la clé. Les policiers disent bon, vous voulez pas nous ouvrir, bah, ils appellent les pompiers. Pendant que les policiers appellent les pompiers, Clara appelle sa sœur en renfort, qui s'appelle Katerina. On a Clara, qui est une mère de famille pour l'instant, qui a un enfant du nom de Anna. Cet enfant est autiste et a 13 ans. Et il y a la sœur de Clara qui vient l'aider à travers cette épreuve-là. Les pompiers arrivent, et tout de suite, quand les pompiers arrivent, ils viennent pour péter le cadenas, et ils se rendent compte que le comportement des deux femmes, plus de la fillette de 13 ans, il est bizarre. Déjà, la fillette de 13 ans, elle se met à hurler, elle crie, elle essaye d'agresser les policiers, elle les insulte. Elle monte les escaliers, elle les redescend, elle est hystérique. Les deux femmes, Clara et Katerina, ils sont là, mais ils essayent un peu de gêner le travail des pompiers. On voit qu'ils se mettent à travers la porte, ils soufflent, ils sont pas contentes. Les policiers, ils pètent le cadenas. On trouve les deux enfants, Ondrej et Jacob, 7 et 9 ans. Les policiers, ils interrogent Clara et Clara, elle dit bon, effectivement, c'est mes enfants, mais ils étaient en train de jouer dans la pièce, voilà. Vous savez, dans le film Harry Potter, il y a des enfants qui jouent dans une pièce sombre et ils font la même chose. Là, les policiers lui disent mais s'ils sont en train de jouer, pourquoi ils sont ligotés, tout nus et la pièce est fermée de l'extérieur? Clara et Katerina sont arrêtées. La fillette de 13 ans autiste, elle est prise de force parce qu'elle n'arrête pas de se débattre, elle est emmenée à l'hôpital. Quand les policiers sortent les deux enfants de l'escalier, de cette trappe, là où ils sont dans une pièce sombre, avec des excréments, de la pisse et des gamelles où ils mangent à même le sol parfois. Ils sont ligotés, ils sont tout nus. Quand les policiers prennent ces enfants-là pour les enlever de cette pièce sombre, les deux enfants sourient aux policiers. Et là, les policiers sont attendris et les deux enfants sont amenés à l'hôpital. Au commissariat, les deux femmes, Clara et Katerina, qui sont deux sœurs, elles vont dire exactement la même chose. Premièrement, que les enfants ils jouent ensemble, que c'est un jeu qu'ils faisaient. Et deuxièmement, que en vérité, non, les enfants ils sont trop durs. Et ils sont trop durs et donc il a fallu les rééduquer à la manière forte et c'était en quelque sorte une rééducation mais c'était pas méchant, c'était pas volontaire. Voilà, les enfants ils sont vraiment trop durs, on n'arrive pas à s'en occuper et donc il faut sévir. Quand on ramène les deux enfants à l'hôpital, qui je vous rappelle ont 7 et 9 ans, là on se rend compte de l'horreur du crime parce qu'au-delà d'être ligotés dans une pièce sombre, c'est des enfants qui sont scarifiés, c'est des enfants qui sur leur corps ont des traces de brûlure de cigarettes, qui ont la peau rougie comme si on avait pris du... Vous savez, le scratch, c'est qu'on avait frotté leur peau avec une éponge ou quelque chose de très fort. Mais ces enfants-là, à travers leur attitude, ils sont plutôt posés.
Ils sont calmes, ils sont tranquilles, ils rigolent. On dirait pas que c'est deux enfants qui ont été martyrisés malgré les énormes cicatrices qu'ils ont sur les bras. Là, les enquêteurs, ils savent pas sur quel pied danser. Et ils essayent de comprendre, mais ils comprennent pas. Et c'est à la nuit tombée, à l'hôpital, que les deux enfants, ils vont encore plus terroriser les infirmières puisqu'ils vont commencer à avoir des cauchemars. Ils vont commencer à se réveiller dans la nuit, à être stressés, anxieux, à crier. Et ils vont même dire à un moment donné, et c'est là où les infirmières elles vont se dire « Ah ouais, là, il y a quelque chose qui est vraiment grave ». Les enfants vont dire « Tuez-moi s'il vous plaît, tuez-moi s'il vous plaît ». C'est deux enfants de 7 et 9 ans qui demandent la mort en vérité. Alors là, on comprend qu'il y a quelque chose qui cloche et les enquêteurs vont essayer d'enquêter au maximum pour résoudre ce mystère, pour savoir quelles sont les motivations, qui a martyrisé ces enfants, pourquoi ils ont été enfermés. On va voir la fillette de 13 ans, Anna, qui est autiste. Et Anna, déjà à l'hôpital, elle va avoir un comportement bizarre, puisque c'est quelqu'un qui, au-delà de ses frères, elle va avoir un comportement qui est très fermé, très agressif vis-à-vis des médecins. Et c'est pas comme ses frères qui, quelque part, ont souffert. Elle n'a pas de marque sur son corps, mais sur son visage, elle a des traits qui sont fatigués. Et puis, son comportement d'une fillette de 13 ans, bon, on met ça sur l'autisme, mais on voit que des fois, c'est plus 7 à 8 ans. Et même quand elle parle des fois, on dirait plus que c'est un adulte qui parle qu'un enfant. À un moment donné, on va donner un dessin, on va dire, voilà, on va donner des feuilles à cette gamine avec des stylos, etc. On va lui dire dessine. La première chose que cette gamine, cette fillette de 13 ans, elle va dessiner, c'est un tesseract. Un tesseract, c'est un cube en 4 dimensions. Là, les enquêteurs, ils se disent, oula, c'est bizarre. Soit elle est extrêmement intelligente due à son autisme, soit il y a quelque chose qui cloche. Sauf que malheureusement, le 12 mai, donc quelques jours après l'arrestation de la mère et la libération des enfants, Anna, elle ouvre une fenêtre et elle se sauve à travers une forêt. Une fillette de 13 ans, elle ne peut pas se sauver comme ça. Donc les enquêteurs, très vite, ils vont prendre des chiens policiers. Ils vont fouiller toute la forêt, ils vont fouiller, faire du porte-à-porte sur toutes les maisons autour de l'hôpital et ils vont se rendre compte qu'il n'y a personne, il n'y a aucune trace. Donc ils se disent, est-ce que Anna, cette fillette de 13 ans, elle s'est sauvée, effectivement, elle a ouvert la fenêtre, elle a couru dans les bois, ou est-ce qu'elle a été aidée par des complices pour fuir quelque chose? Il y a un autre élément qui est aussi étrange à travers cette gamine-là, c'est que beaucoup d'infirmières qui la voient croient reconnaître quelqu'un qu'ils ont déjà connu par le passé. Et ce quelqu'un-là, c'est une femme qui s'appelle Barbara, qui est la meilleure amie de Caterina, la sœur de Clara. Clara, c'est la femme dont les enfants ont été libérés, et Caterina, c'est la sœur de Clara. Et donc, il y a une femme qui s'appelle Barbara, qui est la meilleure amie de Caterina, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à cet enfant de 13 ans. Et ils se disent potentiellement c'est elle, sauf qu'elle vient de s'évader. Donc on ne sait pas où elle est, on n'a pas de preuves et on ne peut même pas l'interroger. Et même quand on a essayé de l'interroger, son comportement était toujours extrêmement négatif et toujours malheureusement reclus sur elle-même. Elle répondait à aucune question. Un peu plus tard, les enfants ils vont parler. Ils vont dire effectivement, c'est notre mère qui nous a fait ça. Et ça a commencé à l'été, à la fin d'été 2006, où notre mère du tout au tout, elle a changé d'un coup. Elle nous a enfermés dans cette pièce. Des fois, elle nous enfermait dans la baignoire et on est sorti un jour dans l'année, le jour de Noël. Et c'est elle qui nous a tout fait. C'est elle qui nous a martyrisés. On ne sait pas pourquoi. On ne comprend pas. Les enquêteurs, pour essayer de comprendre les motivations de Clara, la mère de ces deux enfants, ils vont aller dans le passé de Clara. Et généralement, le passé dit beaucoup de choses sur une personne. Et donc, à travers l'analyse du passé de Clara, ils se disent, bon, potentiellement, on va trouver des éléments qui permettent de justifier le comportement de cette mère vis-à-vis de ses deux enfants. Le problème, c'est que dans le passé de Caterina, ils ne vont rien trouver. Cette femme-là, elle a un passé plus que normal. Elle a été mariée en 1996. Elle a eu son premier enfant en 1997, le deuxième en 1999. Le père, il a toujours été là pour ses enfants. C'était un homme incroyable. Il sortait ses enfants, etc. Elle a divorcé à l'amiable avec son mari sous bonne entente en 2003. Et à partir de 2004, elle a adopté la troisième gamine, donc la fillette Anna qui vient de se sauver de l'hôpital et qui est censée avoir 13 ans, mais qui ressemble étrangement à la meilleure amie de la sœur de Clara. À partir de 2004, la vie de Clara, elle va totalement changer. Cette femme-là qui était combative, joyeuse, admirative, qui appelait ses proches, qui prenait des nouvelles, qui allait voir même ses voisins, etc., elle va changer du tout au tout. Elle va commencer à se reclure sur elle-même, elle va couper contact avec tout le monde, avec sa famille, ses amis, même son ex-mari. Les visites, ça sera fini. Elle ne voudra plus en entendre parler. Elle va même déménager sans prévenir personne dans la ville de Kourim en 2006, comme ça. Là, les enquêteurs, ils se disent, bon, le problème, potentiellement, il vient en même temps que l'adoption, et c'est à partir de l'adoption en 2004 que tout a commencé. Et donc, ils essayent de creuser dans cette adoption et ils vont regarder les papiers de l'adoption. Là, les papiers de l'adoption, ils se rendent compte que tout est faux, tout a été faussé.
et qu'un ami de Caterina, encore une fois, Caterina, la sœur de Clara, a facilité l'adoption, mais malheureusement, il n'y a aucun élément sur le passé de Anna, il n'y a aucun élément sur le passé de cette fille qui vient d'être adoptée, comme si elle n'avait jamais existé avant 2004, avant l'adoption. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas qui sont ses parents, on ne sait pas pourquoi elle a été adoptée. On va essayer de chercher, et on va rien trouver. Là, les enquêteurs, ils établissent potentiellement une piste à explorer, c'est que Clara, elle était surmenée avec ses 2 enfants. Elle est partie adopter une fille autiste de 13 ans. Elle n'a pas supporté, elle a craqué psychologiquement et elle s'est rabattue. Toute cette haine, toute cette colère, tout ce surmenage, c'est ces 2 enfants-là, Ondrej et Jacob, 7 et 9 ans, qui ont pris plein la gueule. Voilà, c'est eux qui ont supporté ça. C'est du moins la piste que les enquêteurs voulaient prendre. Là, les enquêteurs ils vont essayer de chercher un point commun entre toutes les personnes de cette histoire. Entre Caterina, entre Clara, entre le journaliste, entre Anna ou potentiellement Barbora. Et là, ils vont essayer de chercher un peu partout. Et en fait, il y a un point commun entre tous ces acteurs de cette histoire-là. C'est une secte qui s'appelle le Grail Movement. Le Grail Movement, c'est une secte de personnes qui croient en un livre de 1926, qui est international, qui est partout dans le monde, mais qui est établi en localité. Il peut y en avoir une à Paris, une en République tchèque à Kourim, il peut y en avoir un peu partout. Et là, toutes ces personnes-là, elles font partie de cette secte-là. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, bon, on va focus notre attention sur Anna pour voir qui est cette personne-là en vérité. Qui est cette gamine? Est-ce que c'est vraiment une fillette attardée qui a mentalement des problèmes et qui a 13 ans? Est-ce que c'est Barbora qui se fait passer pour Anna, et donc c'est une femme de 30 ans qui se fait passer pour une gamine de 13 ans. Ils vont enquêter, ils vont prendre tous les enfants de la secte, d'une trentaine de personnes, ils vont prendre toutes les photos, ils vont aller voir la juge. Et un à un, ils vont montrer les photos à la juge en disant est-ce que c'est cette fille-là qui a été présentée pendant l'audition de 2h30 pour valider l'adoption. La juge, elle va reconnaître un enfant qui est un enfant des membres de la secte. En vérité, ils ont fait une fausse adoption. Pour adopter Anna, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un autre enfant, ils l'ont mis pendant le procès, et ensuite ils ont rendu l'enfant aux parents et ils ont mis Anna à sa place. Donc la juge, elle a validé l'adoption d'un enfant qui semblait avoir 13 ans, qui était un vrai enfant, mais qui n'était pas l'enfant qui finalement sera adopté. Entre-temps, la fillette de 13 ans du nom d'Anna, qui est la fille adoptive de Clara, elle a fui, elle est dans la nature, mais elle envoie une lettre manuscrite de 10 pages aux enquêteurs, en expliquant la situation et en essayant de justifier le comportement de sa mère adoptive Clara vis-à-vis de ses 2 frères adoptifs, du coup, Jacob et Ondrej. Et elle dit qu'en fait, c'est pas de la faute de sa mère. Sa mère est totalement innocente dans cette histoire. Si les 2 enfants sont battus, c'est parce qu'ils sont trop durs. Vous voyez un enfant de 7 ans, mais cet enfant-là de 7 ans, il menace tous les jours sa mère de meurtre. Et il veut la tuer. Et donc sa mère, potentiellement, pour éviter de faire en sorte que cet enfant, il les tue, elle est obligée de l'enfermer. Dans cette lettre, concrètement, elle dit que c'est de la faute des enfants. Voilà, elle dit que c'est de la faute des enfants et que sa mère est totalement innocente. Sauf qu'ils vont lire cette lettre-là, ils vont comprendre que cette lettre-là, elle a été écrite par un adulte qui essaye de se faire passer par un enfant. Et là, ils vont de plus en plus comprendre que non, tout le monde reconnaît Barbora à travers Anna, il doit y avoir un truc. Ils vont comparer l'ADN d'Anna et comparer l'ADN de Barbora. Et ils vont voir que c'est la même personne. En vérité, Anna, cette fillette adoptive de 13 ans, c'est une femme de 33 ans qui était la meilleure amie de la Caterina, la sœur de Clara. Là, ils se disent, oula, c'est bizarre ça quand même. C'est vraiment bizarre, mais ils ne savent pas où aller. Et donc, il faut aller continuer l'enquête sans elle, parce que potentiellement, elle peut être au bout du monde à l'heure actuelle. Les enfants vont commencer à parler à mesure qu'ils prennent confiance de plus en plus vis-à-vis du personnel soignant, qui a une stratégie de long terme. Il ne faut pas matraquer les enfants de question, il faut plutôt prendre confiance avec eux, les laisser s'exprimer naturellement. Et c'est le petit dernier qui va le plus parler, qui s'appelle Ondrej et qui a 7 ans. Il va expliquer que en vérité, l'histoire elle a commencé bien avant l'été 2006. Leur mère Clara, Caterina et Anna les ont emmenés en voiture et ils ont roulé à peu près pendant 1h30 dans une forêt où il y avait une maison. Lorsqu'ils sont sortis tous de la voiture, il y avait 5 personnes qui les attendaient, des hommes et des femmes, avec devant eux des grosses cages de chiens avec une gamelle à l'intérieur. On a fait déshabiller les 2 enfants et qu'est-ce qu'on a fait? Là, on les a mis dans les cages à chiens et ils sont restés là pendant des heures dans le froid. Quand on les faisait sortir de ces cages de chiens, on leur mettait un sac plastique sur la tête. Et c'est là où on commençait à les scarifier, à les brûler avec des cigarettes, à abuser d'eux. Il y avait même une torture psychologique. On les obligeait à creuser leur tombe, à se mettre dans la tombe et à crier « je suis mort ». Il y a eu un moment donné où même l'enfant raconte que sa mère a pris un couteau, elle lui a coupé un morceau de fesse. Alors l'enfant a crié, a hurlé. Et qu'est-ce qu'a fait sa mère? Elle a donné à toutes les personnes qui étaient présentes un morceau pour que chacun goûte. Et elle a même dit à son fils
tiens, goûte. Donc l'enfant a goûté sa propre chair, c'est même du cannibalisme. Là, les enquêteurs, ils sont encore plus dans cette histoire, confrontés à une histoire encore plus sordide. Et ils se disent, bon, tous les éléments, ça doit être la secte. Parce que c'est pas 4 personnes qui vont se réunir dans une forêt et qui vont faire ça. Il doit y avoir des convictions religieuses derrière, ou il doit y avoir un messie ou un gourou qui se cache quelque part par là. Entre-temps, on va retrouver une trace d'Anna. Anna, on va la retrouver en Norvège. En Norvège, elle va essayer de faire la même chose, le même processus d'adoption qu'elle avait fait en République tchèque. Elle va essayer de se faire passer pour un faux garçon de 13 ans pour se faire adopter par une famille en Norvège. Sauf que là, en Norvège, ils vont être plus malins et puis c'est des gens des pays de l'Est. En Norvège, ils sont facilement reconnaissables, etc. Ils vont se faire attraper par la police et elle va être renvoyée en République tchèque. Donc elle va revenir à Kourim et là, on va potentiellement l'interroger. Sauf que lors de cet interrogatoire-là, elle va non pas reconnaître qu'elle est Barbora malheureusement, et elle ne va pas parler. Elle va continuer à dire la même chose et à garder la même ligne qu'elle a depuis le début, c'est-à-dire que c'est une fillette de 13 ans qui est mentalement attardée. Les enquêteurs, comme je vous disais, ils vont de plus en plus fouiller la secte. Ils vont voir que c'est une secte qui est très étrange, avec un gourou, et le gourou, bizarrement, c'est qui? C'est le père de Barbora. C'est le père de Anna, en fait. Voilà, donc, tout est relié à cette secte. Ils vont fouiller chez tous les membres de toute la secte pour trouver des traces, pour trouver des preuves. Mais malheureusement, ils ne vont rien trouver. Ni papier, ni documents, ni cassette, ni vidéo, ni sang d'un enfant, rien du tout. Ils vont rien trouver. Et ça va les rendre fous parce qu'à chaque fois qu'ils vont, dans cette affaire, ouvrir une porte, où ils pensent que la solution est derrière cette porte, ils vont se rendre compte que derrière cette porte, il y a en vérité une centaine de portes qui s'ouvrent encore. Et là, ils vont se dire, bon, il y a 3 éléments pour potentiellement conclure cette affaire. Le premier élément, c'est que bon, la mère est dans une secte, elle a pris ses enfants et elle participe à un culte messianique, comme je vous ai dit, où le but c'est de martyriser les enfants, peut-être ils croient en Satan, etc. Le deuxième, qui est très intéressant aussi, la deuxième voie, c'est que potentiellement Clara, la mère, vend ses enfants à des gens qui sont très riches et qui font des abus sur ces enfants-là. Et il y a plusieurs objets qui vont être trouvés chez cette mère-là pour confirmer ça. Déjà, Clara, c'est une femme qui ne travaille pas, mais qui a 3 maisons à son nom. Alors comment elle peut payer 3 maisons à son nom? Elle ne travaille pas et ses comptes en banque, ils ne sont pas non plus fournis à 100%. Voilà, ils regardent les comptes en banque, il n'y a pas grand-chose dedans. Ils vont aussi voir quelque chose de très étrange à travers la caméra. Il y a une caméra haute définition qui filme les enfants. Mais pourquoi? On est en 2007, en République tchèque, les caméras haute définition, ça ne court pas les rues. C'est une caméra qui a été importée dans notre pays pour spécialement filmer ces 2 enfants enfermés, ligotés, tout nus dans cette pièce noire. Ils vont aussi retrouver une cassette qui s'appelle Contes de fées racontés par Grand-mère Lou. Et c'est une cassette de 3h30 où on voit Ondrej, le petit de 7 ans qui est ligoté et qui s'endort comme ça dans sa cage. Pendant 3h30, une cassette, voilà. Pourquoi enregistrer cet enfant? Qu'est-ce qu'ils auraient fait de cette cassette? Mais il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Malheureusement, on ne sait pas pour l'instant. La mère, elle ne veut pas parler. Katerina ne veut pas parler. Les enfants, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Ils n'en savent pas plus, hormis que ce sont de pures victimes. Anna, elle joue toujours la fille attardée. Donc, il y a plein de mystères. Et la troisième piste, ils se disent que, bon, potentiellement, Clara, oui, elle a raison. Et que ses enfants, elle voulait les rééduquer. Elle pense que ces enfants, ils étaient mauvais. Et donc, elle les a enfermés, elle les a tapés pour les rééduquer. Et les enfants, quand ils rajoutent des histoires de forêt, de messianique, etc., ils en rajoutent un petit peu potentiellement, ils inventent. Donc ça, c'est les 3 pistes. Le culte messianique, la vente des enfants, et le troisième, c'est la rééducation forcée d'une mère qui est un peu trop malade et surmenée par une fillette de 13 ans autiste. Le problème de cette histoire, c'est que c'est une histoire qui va marquer toute la République tchèque et qui va faire la une des journaux et des radios chaque jour. De 2007 à 2008, la date du procès, tous les jours, on parlait de cette histoire-là. Chaque mystère qui était révélé ou chaque indice qui était trouvé par les enquêteurs, il était remis le jour même dans les médias, etc. Et donc, on parlait que de ça. Chacun avait son avis, chacun avait son opinion et ça commençait à fatiguer le gouvernement et les hauts dignitaires de ce pays. Voilà, ils n'en pouvaient plus, il fallait que ça s'arrête. Et donc, ils ont fait en sorte de très vite mettre en place le procès, malgré que les enquêteurs, il y avait toujours des pistes qui étaient ouvertes, il y avait potentiellement des gens encore à interroger, mais il a fallu, voilà, il y avait 6000 pages de documents, il n'y avait pas énormément de réponses, il fallait clore ce sujet-là. Le but d'une enquête, vous savez, c'est de terminer l'enquête. Ce n'est pas d'investiguer pour savoir si potentiellement il y a d'autres enfants qui sont enfermés, s'il y a des réseaux. Si elle a vendu des cassettes, par exemple, de son enfant en train de dormir, on la jugera sur le fait qu'elle a vendu des cassettes en train de dormir.
mais on ne va pas aller investiguer pour savoir à qui elle a vendu ces cassettes-là et que font ces personnes avec ces cassettes-là. Ce n'est pas le rôle de cette justice-là d'aujourd'hui en Occident. Et donc, le jour du procès tombe, on est en 2008, à peu près un an après l'ouverture de l'enquête et après la découverte, malheureusement, de ce qui est arrivé à ces enfants-là. Au procès, on a Barbara, une femme de 33 ans, qui va défrayer la chronique. On va avoir deux équipes de psychologues qui vont se battre pour elle. Il y a une équipe de psychologues qui va dire effectivement, cette femme-là a 33 ans, mais elle est malade. Elle est malade psychologiquement, dans sa tête, c'est un enfant. Et elle pense que c'est un enfant et c'est pour ça qu'elle a eu cette idée d'être adoptée par Clara. Et que même en Norvège, le premier réflexe qu'elle a eu, c'est de se faire adopter. Il y a une autre équipe de journalistes qui vont peut-être être un peu plus méchants et plus pragmatiques, qui vont se dire non, cette femme-là est une manipulatrice, c'est une menteuse, elle vit au crochet des gens. Il y avait des histoires dans cette enquête qui étaient très étranges, puisque Anna, en tant que fille attardée, elle demandait à sa mère tous les soirs de la masser. Elle prenait énormément d'argent à Clara. Elle utilisait Clara de fond en comble. Donc, on se dit que c'est une manipulatrice et qu'elle n'est pas malade. Elle n'est pas autiste, elle a juste 33 ans et elle veut vivre au crochet de quelqu'un comme une sangsue. Ceux qui vont gagner dans cette histoire, c'est ceux qui se disent « Non, 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 c'est une manipulatrice, elle n'est pas malade. On reconnaît les malades, elle ne l'est pas. » Donc, sur le banc des accusés, Clara, Barbara, Katerina, le journaliste qui a facilité l'adoption et quelques personnes dont j'ai pas pu vous raconter l'histoire parce qu'ils ont un rôle très mineur et je veux pas que la vidéo elle fasse une demi-heure. La première qui va parler, c'est Barbara. Et Barbara, devant le tribunal, elle va dire « Oui, effectivement, je suis Barbara. Oui, effectivement, j'ai 33 ans. » Et elle va se faire passer pour une victime en disant que oui, les psychologues ont reconnu qu'elle avait un problème mais qu'elle se faisait passer pour un enfant. Sauf que les juges vont pas être attendris et elle va prendre 11 ans de prison ferme. La deuxième qui va passer, c'est Clara. Clara, quand elle va passer à la barre, le problème, c'est que cette femme-là, elle a toujours cru en l'innocence de Anna. Elle a toujours cru qu'elle avait adopté effectivement une fillette de 13 ans à qui elle avait tout fait. Sauf que quand elle a vu de ses propres yeux devant elle, Anna dire oui, en fait, je suis Barbara et j'ai 33 ans, bah là, elle tombe des nues et elle va commencer à parler. En 2004, Clara est partie chez Katerina et Katerina, elle lui a montré un enfant. Elle lui a dit, cet enfant est une fillette attardée de 13 ans. Des criminels sont à sa recherche. Tu es la seule personne digne de confiance qui puisse s'occuper d'un tel enfant. Sauf qu'elle savait, Katerina, elle savait que sa sœur, elle était naïve et un peu dans le monde des bisounours. Puisque même Clara, quand elle voit Anna, elle ne reconnaît même pas Barbara, une femme de 33 ans qu'elle a déjà vue 3-4 fois dans sa vie et qui était la meilleure amie de sa sœur, avec qui elle travaillait dans la garderie dans laquelle elle a mis ses propres enfants. C'est-à-dire que Clara, elle a mis ses enfants dans une garderie où il y avait une femme qui travaillait. Cette femme se déguise en enfant de 13 ans et Clara, elle n'est même pas capable de comprendre que cet enfant de 13 ans, c'est une femme de la garderie qui travaillait, qui s'occupait de ses propres enfants. Et cette naïveté-là extrême, Katerina, elle va s'en servir contre Clara. Puisque Clara, elle va, contre toute attente, accepter. Au début, elle a un peu refusé, mais elle va accepter de s'occuper de cette gamine-là. Et elle va suivre les conseils d'un médecin qu'elle ne verra jamais, qu'elle aura au téléphone. Et il s'avérera que ce médecin-là, c'était Katerina. Katerina, la sœur de Clara, elle se fait passer pour un médecin et elle appelle sa sœur en lui disant, voilà, Anna, elle est malade, elle a besoin de ça, elle a besoin de ci. Et tout ce que dira ce faux médecin qui est en vérité sa sœur, Clara le fera. Ça sera des massages, ça sera des attouchements dans des parties du corps qui sont normalement réservées aux adultes. Et ça sera des choses extraordinairement difficiles pour Clara. Et Clara, elle vivra un véritable enfer. Et elle ira même jusqu'à écouter ce médecin qui lui dira de tabasser ses enfants pour pas qu'ils deviennent des voyous. Voilà ce qu'elle va raconter, Clara. Elle va dire, moi j'ai juste écouté ce médecin, je me suis fait avoir par cette femme, je me suis fait avoir par ma sœur. Et malgré ça, les juges, ils vont quand même la reconnaître de cruauté et de privation de liberté envers mineurs et elle va prendre 10 ans de prison. Parce qu'elle a quand même fait à ses enfants la pire des choses qu'une mère puisse faire. Ensuite viendra le tour de Katerina, la sœur de Clara, qui est désignée comme le cerveau de l'affaire. Katerina, c'est une femme qui a très bien réussi sa vie, qui est directrice de garderie, qui est très intelligente, qui est très autoritaire, qui est très manipulatrice. Elle dira elle aussi que non, elle a été piégée par Anna. Elle n'a pas reconnu Barbara. Elle pensait que c'était une gamine de 11 ans. Et puis, c'est de la faute du journaliste, puisque le journaliste, il lui a un peu forcé la main. Elle se fera passer encore pour une victime. Mais sauf que là, ça ne marchera pas, elle prendra 12 ans. Alors 12 ans, c'est pas grand-chose vis-à-vis de cette histoire. Et malheureusement, j'aurais aimé vous dire qu'il y a d'autres réponses, qu'on a trouvé la secte, etc. Mais ce n'est pas le cas. Voilà, ces trois femmes-là, ils ont été condamnées. Le journaliste a été condamné pour la fausse adoption. Tous les membres de la secte qui seront suspectés seront acquittés. Même le chef de la secte, le père de Barbara, il n'y aura concrètement rien contre lui. Les personnes qui aideront Barbara à fuir de l'hôpital, on n'aura jamais de nouvelles, on ne les aura jamais attrapées. Les enfants seront jusqu'en 2011
soit 5 ans après cette histoire, ils seront quand même enfermés dans un institut où on les aidera à se reconstruire, on leur réexpliquera la vie, que la vie, c'est pas de se faire tabasser, etc. Le père des 2 enfants, il s'est battu tout au long de l'enquête pour les voir, pour leur parler, etc. Mais la justice, elle a toujours fermé sa porte. Alors, il les a vus quelques fois, mais à chaque fois qu'il les a vus, les enfants se sont renfermés sur eux-mêmes. Donc, la justice et les professionnels ont jugé négatif le fait que le père, celui qui n'avait rien fait, celui qui s'occupait de ses enfants jusqu'alors. En 2011, même période, la mère Clara était libérée de prison et elle travaille en tant que secrétaire dans un cabinet dentaire. Katerina et Anna ont fait toute leur peine mais sont aujourd'hui libres et vous pourrez potentiellement les croiser dans les rues de Paris, puisque c'est dans l'espace de l'Union européenne, ou potentiellement dans les rues de Kourim. Vous savez, il y a encore plein de détails que j'aurais aimé vous dire, etc. Mais je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Par exemple, quand les policiers ils prennent les 2 enfants, les enfants sourient instinctivement. Les policiers sont attendris. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce détail-là. C'est un détail très important. Quand les enquêteurs ils ont compris ça, ils ont compris que potentiellement on avait appris aux enfants à sourire aux inconnus. Pourquoi? D'une part pour cacher leurs blessures, mais potentiellement si les enfants sont amenés à fricoter avec des gens riches qui ont payé très cher pour profiter d'un enfant, le riche il ne veut pas voir un enfant qui pleure, il veut voir un enfant qui est heureux d'être là. Et c'est comme un jeu d'excitation, etc. Il y a tellement d'éléments dans cette affaire qui auraient pu être creusés, qu'on aurait pu aller tellement plus loin, etc. Mais la justice a voulu bâcler cette histoire pour passer à autre chose. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. C'est important. C'est une histoire qui est très longue, c'est une histoire qui est très complexe, beaucoup plus complexe que la précédente, qui a nécessité beaucoup de travail de recherche de ma part, etc. Je n'ai pas tout raconté pour pas que la vidéo soit trop longue. Parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui ont le temps de regarder, qui s'intéressent à ça. Il y en a qui veulent des vidéos très courtes avec très peu de détails. C'était Tyler, à bientôt pour d'autres vidéos.